Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons regarder donc l'exercice résolu, donc page 228 du livre Hachette Physique Chimie première S. Donc l'exercice est le suivant. Donc on vous dit lors d'un saut, un skieur initialement immobile se laisse glisser donc depuis le haut d'un tremplin. Le but est d'acquérir donc une vitesse de grande valeur en bas du tremplin pour sauter le plus loin possible. Le sauteur a une masse de 68 kg. On considère que durant la phase d'élan, son énergie mécanique reste constante et on choisit la zone de décélération comme référence des énergies potentielles. On vous donne les données, G égale 9,8 Newton par kilogramme. Première question, quelle est donc l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur lors de son départ en haut du tremplin? Question de comment évolue l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur entre le haut et le bas du tremplin? Calculer la variation d'énergie. La variation de cette énergie au cours de cette phase, en déduire la valeur de la vitesse atteinte en bas du tremplin. Alors déjà, première chose, cet exercice peut paraître difficile au niveau du vocabulaire, parce qu'il faut bien comprendre la situation. Donc on considère que durant sa phase, son énergie mécanique reste constante. Donc en gros, ça paraît assez cohérent le fait que donc l'énergie mécanique est constante, puisqu'on peut limiter les frottements. On imagine très bien que ça se passe sur la neige, donc ça glisse quand même relativement bien. C'est parce que les frottements sont quand même relativement faibles. Si jamais il y avait des frottements qui certes existent, mais s'ils étaient très forts, il aurait du mal à accélérer. On choisit donc la zone de décélération comme référence d'énergie potentielle. Concrètement, ça veut juste dire que on place le Z égale 0 ici au sol. Alors, première question, quelle est l'énergie potentielle de pesanteur du sauteur lors de son départ? Donc, il faut bien entendu connaître donc, la formule. Donc, l'énergie potentielle, ici, on va bien dans la correction, et on dit que c'est mgz. Alors, ensuite, il faut chercher la masse dans le sujet, 68 kg. Il a faut en kg, allez, en kg, c'est bien. G, on l'a ici, 9,8. Et il faut qu'on trouve l'altitude. Donc l'altitude ici, donc dans le schéma, on voit bien que par rapport au sol, donc il est situé à 138 mètres. Donc il y a juste à faire 68 fois 9,8 fois 138 et on trouve 9,2 fois 10 puissance 4 joules. Donc après on fait une petite phrase pour commenter le résultat. Et voilà pour la question 1. Pour la question 2, comment évalue l'énergie potentielle donc de pesanteur du sauteur entre le haut et le bas du tremplin? Donc, entre le haut et le bas du tremplin, lors de la descente, on vous dit que l'altitude diminue. Donc l'énergie potentielle de pesanteur diminue. Effectivement, si vous prenez la formule qu'il y a ici, si Z diminue, EP diminue. En bas du tremplin, donc on vous dit ensuite calculer la variation de cette énergie au cours de cette phase. Donc EP au bas, on a calculé EP en haut, c'est 68 fois 9,81 fois 86. Alors pourquoi dans la correction ils mettent 86? Eh bien effectivement, regardez bien, donc là, en fait, le bas, vous avez le tremplin ici, et là, vous avez enfin la zone d'atterrissage. Donc dans le tremplin s'arrêtant à 86 mètres dans le schéma. Donc ça veut dire que c'est ici qui part à 138 mètres d'altitude et il s'arrête à 86. Donc EP bas, c'est pour ça qu'ils mettent à la place donc, de Z, Z égale 86. On trouve 5,7 10 puissance 4. La variation d'énergie, donc étant l'énergie potentielle, généralement finale, moins l'énergie potentielle en initiale. Donc faites toujours, et delta, quand vous écrivez une variation d'énergie potentielle, faites toujours finale moins initiale. À la fin, il est en bas, en bas du tremplin, et au début, il est en haut. Donc ce qui fait donc 5,7 moins 9,2 10 puissance 4, donc on trouve un résultat qui est négatif, c'est logique, puisque on vient de dire ensuite que l'énergie potentielle diminuait. Donc s'il diminue, si l'énergie potentielle diminue, la variation est négative. Ensuite, dernière question, en déduire la valeur de la vitesse atteinte en bas du tremplin. Donc, on a dit qu'il n'y avait pas de frottement. Donc, s'il n'y a pas de frottement, donc on va pouvoir associer donc ça à une conservation de l'énergie mécanique. Donc ensuite, on vous dit d'après la question précédente, l'énergie cinétique augmente de 3,5 fois 10 puissance 4 joules. Alors ça, c'est rien, ça revient à dire que vu qu'il n'y a pas de frottement, on considère que l'énergie mécanique se conserve. Donc si l'énergie mécanique se conserve, c'est-à-dire qu'en gros, vu qu'il part avec une vitesse nulle, ce qu'il perd en énergie, potentielle, il le gagne en énergie cinétique. Ça c'est une façon de le dire. Donc ensuite, donc ça veut dire qu'ensuite l'énergie cinétique dans le bas, c'est en fait 3,5 fois 10 puissance 4, et c'est une valeur positive, puisque c'est une énergie qui a été donc gagnée. On note V, donc la valeur de la vitesse. Donc après, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait le plus dur. Le plus dur étant de faire ça. Vous verrez que quand on le fera en cours, on va pas forcément écrire ça comme ça. Dans le manuel, ils ont fait ça comme ça. Essayez de le comprendre comme ça. Je vous l'explique. Donc c'est juste que ce qu'a perdu donc en énergie potentielle donc le sauteur, il le gagne en énergie cinétique.
vous verrez que moi, je vous l'expliquerai donc avec la conservation d'énergie mécanique du fait qu'il n'y ait pas de frottement. Ensuite, une fois que vous avez écrit que EC il vaut ça, il y a juste à écrire que EC il vaut 1,5 de MV carré. Vous faites les petites opérations mathématiques usuelles sans vous tromper, en respectant le fait une étape, une ligne. Ensuite, vous remplacez par les valeurs et vous trouvez 32 mètres par seconde. Si vous voulez convertir donc ça en km par heure, vous multipliez par 3,6 et vous obtiendrez à peu près 120 km par heure. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.